Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de cette édition d'information, la part belle en faveur des personnes âgées et des handicapés dans la nouvelle constitution en projet. Plusieurs dispositions sont prévues pour les protéger. Tout à l'heure, un zoom sur ces points dans une rubrique que vous propose la rédaction du journal télévisé. Le nouveau patron de l'enseignement supérieur sera installé demain dans ses fonctions. Le ministre Kader Yassine Bari est très attendu dans la poursuite des réformes en cours. Mais qui est-il? Son portrait dans cette édition. Et le mois de la femme, les dames des Érécoré prient pour la paix. Elles viennent d'organiser des rencontres religieuses pour implorer la grâce divine et formuler des vœux de renforcement de la cohésion sociale. Voilà pour les titres. En route vers le référendum, une nouvelle constitution est proposée au peuple qui devra se prononcer pour l'adopter ou pas. Le nouveau texte présente des avantages notamment pour les personnes âgées et les handicapés. Un article en tout cas est consacré à ces deux couches sociales, mais pour quel impact? Dans une rubrique proposée par la rédaction du journal télévisé, notre reporter Kerno Ousmane Diallo s'est intéressé à cette problématique. Reportage. C'est l'article 25 de la nouvelle constitution qui fait référence aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Selon ce nouvel article, les personnes âgées et les personnes handicapées ont droit à l'assistance et à la protection de l'État, des collectivités et de la société. La loi fixe les conditions d'assistance et de protection auxquelles ont droit les personnes âgées et les personnes handicapées. À la Direction nationale de l'action sociale, cet article est vu comme un outil qui va faciliter le travail et ouvrir la voie à plus d'accompagnement en faveur de ces deux couches sociales. Nous avons accueilli avec joie l'inscription de cet article de la nouvelle constitution. Parce que l'ancienne constitution parlait des personnes handicapées et des personnes âgées, mais c'était moulé avec d'autres cibles. Mais la nouvelle constitution, de façon spécifique, a consacré un article à ces deux groupes, les personnes âgées et les personnes handicapées. Et il faut dire que déjà pour nous, ça consolide le cadre normatif à ce niveau. Et parce que toutes les actions que nous entreprenons en faveur de ces groupes cibles-là doivent reposer sur des cadres juridiques, des supports juridiques qui peuvent nous permettre de défendre mieux nos documents. L'inscription d'un article de loi consacré aux personnes âgées et aux personnes handicapées dans la nouvelle constitution est une nouveauté qui va faciliter la mise en œuvre des politiques sociales et changer le regard de la société vis-à-vis de ces deux couches sociales. Dans l'univers des personnes âgées, on espère entre autres une meilleure prise en charge sanitaire. C'est une très bonne chose de penser à notre vieillissement. Le vieillissement n'est pas facile, mon frère. Alors quand on est vieux, quand on vieillit, on n'a pas de ressources. Le plus souvent, on est abandonné, des fois même par ses parents. Donc si la constitution, la nouvelle constitution, prévoit un article qui demande à ce qu'on s'occupe des personnes âgées, vraiment c'est une satisfaction pour nous. On souhaiterait que ça soit bien défini parce que nous faisons partie des entités régionales et sous-régionales. Dans ce cas, il faut satisfaire à la demande de ces entités-là. Il est cautionné par-ci, par-là que les personnes âgées, dans leur vieillissement, doivent avoir du soutien de l'État. Par exemple, dans le domaine de la santé, quand il est malade, on lui donne la faveur de bénéficier d'un pourcentage pris en charge par l'État. La prise en compte des personnes âgées et des personnes handicapées dans la nouvelle constitution représente tout un symbole pour la Guinée dans sa marche vers une société plus inclusive. La campagne de lutte contre le tétanos, le projet est appuyé par les MUFA. Les mutuelles viennent de signer un partenariat avec une banque privée de la place et le programme élargi de vaccination. L'idée, c'est de faire de la santé des populations une préoccupation sociale. Ça, Maratolno. C'est une nouvelle phase qui démarre dans la stratégie de développement des mutuelles financières des femmes africaines, MUFA, et mutuelles communautaires de croissance, MCD en Guinée. Ces mutuelles sont dorénavant appelées à jouer un rôle important dans la mobilisation des femmes en vue de renforcer la santé maternelle et infantile dans le pays. Premier test,
la campagne de vaccination contre le tétanos qui va être lancée officiellement ce mercredi en Guinée. Plus d'1 million de femmes âgées de 15 à 49 ans doivent être touchées dans l'optique d'éliminer le tétanos dans le pays. Cette campagne va commencer le 5, c'est du 5 au 10, dans les 23 districts sanitaires que je parlais tout à l'heure. Mais nous sommes convaincus que les femmes qui sont déjà des femmes leaders, qui sont des femmes bien organisées, qui travaillent dans le cadre avec Afriland First Bank, je pense que c'est une plateforme appropriée pour faire de la sensibilisation, pour que les femmes acceptent cette campagne de vaccination. Nous avons accueilli cet appel avec les deux mains et nous sommes contentes à plus d'un titre. Et nous allons faire de notre mieux, puisque les femmes, c'est le baromètre de la société et c'est nous qui mettons au monde. Donc la vaccination est nécessaire, c'est important, c'est nécessaire. À l'objectif économique des MIFA et MCD se greffe avec ce nouvel engagement l'objectif social pour véritablement lutter contre la pauvreté dans tous les aspects en informant les femmes sur la portée des actes de prévention comme la vaccination. Ça entre dans notre processus de lutte contre la pauvreté parce que la pauvreté n'est pas seulement monétaire mais elle est aussi multidimensionnelle. Et quand on parle de l'aspect multidimensionnel, il y a cet aspect santé. Parce que imaginez-vous, si on a des revenus et que l'on est malade, on est obligé de les mettre pour se soigner. Ou imaginez-vous qu'on est malade, on ne peut même pas générer ces revenus. Donc c'est pour ça qu'il est important pour nous, en tant que banque et pour les MUFA et MC2, de s'intéresser à la santé et plus précisément à l'anticipation, à la prévention avec la vaccination. Donc cela entre véritablement dans notre rôle social et économique que doit jouer les MC2 et MUFA. Le programme élargi de vaccination Afriland First Bank, l'UNICEF et les MUFA vont travailler de concert pour obtenir de meilleurs résultats avec cette campagne de vaccination contre le tétanos qui va s'étendre du 5 au 10 mars prochain. À bientôt des laboratoires Oléa en Guinée, la date d'implantation n'est pas encore connue, mais le projet est annoncé pour bientôt. Ces centres de recherche vont se spécialiser dans la production de médicaments à coût réduit. Plusieurs professionnels de la santé étaient présents lors de la cérémonie de lancement. C'est un reportage de Bakary Bamba Condé sur lequel nous allons revenir. Hier, on vous annonçait cette formation offerte par la coopération allemande à une quarantaine d'enseignants et élèves maîtres des ennemis de Guinée. Le stage a pris fin au terme de 2 jours d'échanges et de perfectionnement. Plusieurs recommandations viennent sanctionner les travaux pour la modernisation de l'enseignement. Mounir Bari, Saliouba. Améliorer la qualité de la formation, redynamiser le système éducatif guinéen à la base à travers des approches innovantes et participer à la formation des formateurs, ce sont entre autres recommandations formulées au bout de 2 jours d'intenses travaux. Au terme de ces conclaves axés sur le renforcement des capacités, un rapport synthèse est présenté aux participants venus de 5 écoles normales d'instituteurs du pays. L'éducation est plus qu'un métier. C'est une mission qui consiste à aider chaque personne à reconnaître ce qu'elle a d'irremplaçable et d'unique, afin qu'elle grandisse et s'épanouisse. Fin de citation. Les recommandations portent essentiellement sur l'amélioration, les perspectives d'implantation, d'implémentation et de pérennisation surtout de ces 4 approches innovantes dans le processus de formation initiale des maîtres en Guinée. En organisant cette session de formation à l'intention des élèves maîtres et encadreurs, les responsables du système éducatif et ses partenaires espèrent une amélioration des conditions d'apprentissage. La démarche vise à doter les formateurs d'une pédagogie innovante pour le bonheur de l'école guinéenne. Cette formation m'a apporté beaucoup de choses. Et déjà, étant une institutrice, une élève maîtresse sortante de l'ONU, déjà nous avons acquis des notions sur le feedback,
Fit for School, des thèmes sur des exposés thématiques. Et réellement, avant, il y avait trop de problèmes, trop de difficultés au niveau de l'élaboration des exposés thématiques. Mais grâce à cette formation et l'appui de la GIZ, j'en suis certaine que réellement qu'il y aura d'amélioration après la formation. L'implémentation de ces nouvelles approches innovantes dans les écoles normales d'instituteurs permettra de corriger les faiblesses et promouvoir l'excellence à travers les écoles. L'ambition que se fixe la Guinée et ses partenaires est de permettre aux élèves maîtres du pays de s'approprier de grandes innovations techniques et pédagogiques. Demain, passation de service au ministère de l'Enseignement supérieur. Le ministre Kader Yassine Barry va être installé dans ses fonctions. De grands défis l'attendent, notamment dans la poursuite des réformes engagées par le département. Qui est-il? Que faut-il savoir sur son parcours? Élément de réponse dans ce reportage signé Francis Collier. Kader Yassine Barry est le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Financier formé à l'université Paris 5 et Paris 10, Kader Barry détient aussi un diplôme de commerce. Avec son bagage intellectuel, il a travaillé pour de prestigieux cabinets internationaux comme Ernst & Young à Paris et à Londres avant de rentrer au pays. De 2011 à 2015, Kader Yassine Barry est conseiller à la primature chargé de la prospective économique pour le développement. De 2016 à sa nomination par un décret du président de la République, Kader Barry a aussi assumé d'importantes responsabilités auprès des deux derniers premiers ministres du gouvernement Condé, à savoir Mamadi Youla et Kassory Fofana. Kader Barry est l'homme des sérails, très discret et dévoué à la tâche. Il est âgé de 45 ans, marié et père de 5 enfants. Le jeune technocrate est nommé le vendredi dernier comme ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à la suite d'Abdoulaye Yero Baldé qui s'est librement retiré du gouvernement. Kader Yassine Barry prend la tête d'un département en pleine réforme. Et nous souhaitons un bon vent au ministre Yassine. D'autres nouvelles de l'actualité nationale traitées sous forme de télégramme avec un commentaire de Moussa Bangora. Des outils informatiques et groupes électrogènes pour quelques collèges de la préfecture de Kissidougou et Djekedou. Le don est de l'association guinéenne des volontaires pour le développement à hauteur de 40 millions de francs guinéens. Le but est de renforcer les capacités des élèves et encadreurs à travers l'outil informatique. La remise de ces appareils s'est déroulée au collège Yombiro Centre en présence des autorités préfectorales et éducative. L'outil informatique qui est aujourd'hui la plaque incontournable pour, n'est-ce pas, la connaissance, il faut que ces enfants à la base soient encouragés et partant, que ces enfants aussi bénéficient de ces informations et que l'univers soit ouvert à tout le monde comme c'est ouvert à ceux des grandes villes. Après un mois de sensibilisation sur la paix et la non-violence, la jeunesse musulmane de Guinée procède à la clôture de ses activités. Après une lecture du Saint-Coran, des sacrifices et invocations, ils contribuent de par leur foi à la culture de la paix. L'événement a connu la participation des leaders religieux. On a vu la nécessité, n'est-ce pas, d'organiser les séries de conférences et de sensibilisation pour que Dieu puisse vraiment nous aider à maintenir la paix et à consolider la paix de notre pays. En prélude aux échéances électorales dans notre pays, les femmes de Kankan sont préoccupées de la préservation de la paix. C'est dans ce cadre que cette association féminine vient d'organiser en collaboration avec la Ligue islamique régionale de Kankan une cérémonie de lecture du Saint-Coran. L'objectif est d'implorer la grâce divine pour que les élections en perspective se déroulent dans la paix et la quiétude sociale. L'église Saint-Jacques de Lambagné enregistre un incendie.
L'acte s'est produit la journée de dimanche. Tout le stock des matériels et matériaux de construction de la nouvelle église est parti en fumée. Par un appel, nous faisons savoir qu'il y avait un feu dans la cour de l'église. À mon entendement, j'imaginais certainement c'était d'origine électrique. Mais arrivé sur terrain, il n'y avait même pas d'électricité. On a vu que c'était vraiment un très grand feu. Bon, le bilan matériel est énorme, d'autant plus nous avons perdu le grand dépôt où nous conservons le matériel. L'église est construite sur fonds propres. Et à voir ce qui est arrivé, nous lançons un appel aux hommes de bonne volonté qui pourront davantage nous porter l'appui pour poursuivre ce que nous avons commencé. Journée de prière à Zérékoré, une initiative des femmes qui, à l'occasion de leur mois, implorent la grâce divine pour la paix et le renforcement de l'unité nationale. Notre équipe basée dans la région a suivi tout le rituel. Le reportage est signé de Mohamed Salioupaï. Les cérémonies de sacrifice et de prière collective ont débuté ici à Zogokoli, dans le quartier d'Orota en Zérékoré. Ce rituel traditionnel et coutumier organisé par les femmes des différentes communautés de la région est lancé par le patriarche de la ville afin d'implorer la grâce de Dieu et des ancêtres pour le renforcement de la cohabitation pacifique, la paix ainsi que le rayonnement de la cité de Zalioukolé. C'est la femme qui met l'homme au monde comme elle-même. Donc elle est presque l'unité de la nation. Il faut que cette nation ait de la paix. Nous parlons de politique, mais la politique vient dans les familles. Donc si la femme sait que dans sa famille il y a des troubles, elle est obligée de se soumettre au mari, et lui, et elle et son mari conseillent les enfants. Il est de coutume en région forestière que des sacrifices se fassent lors des grands événements tels que les catastrophes naturelles, les troubles sociaux et autres préoccupations majeures des communautés afin de ramener la paix dans la cité. Il a fallu des sacrifices de paix pour que des gens viennent ici et que ces gens-là soient des gens de bon cœur. Donc c'est pourquoi Zérékoré est devenu vaste. Alors, quand nous devons avoir des élections comme ça, quand nous devons procéder à beaucoup de choses, il faut que nous organisons ces sacrifices de paix pour que les choses se déroulent normalement dans la paix, dans la quiétude, dans l'amour. Cette cérémonie rituelle a pour objectif de créer la paix, la concorde sociale. De Dorota à Nyakoyapala en passant par Koleba, ces femmes ont fait des prières, sacrifices et autres incantations en faveur de la quiétude sociale. Le 8 mars, les femmes préparent l'événement. De grandes festivités sont au programme pour saluer le combat au quotidien de la Guinéenne. Ce soir, la rédaction du journal télévisé vous présente une grande dame. Son nom, Julienne Mathias. C'est la première directrice technique de la radio nationale. Portrait de cette guerrière avec Mounir Bari et Makeme Donzo. Elle est l'une des premières techniciennes de la radiodiffusion en Guinée. Julienne Mathias, c'est 31 ans de service à la RTG. Ingénieure, elle a été dénichée à la faveur d'une formation des journalistes par des Allemands. Depuis ce jour, Julienne Mathias est sollicitée dans les grandes émissions de la RKS et de la radio nationale, comme Africa Dance avec le célèbre animateur Ali Badara Diakité, Solo mondial avec Jean-Baptiste Williams, entre autres. Forte de 3 décennies d'expérience, Julienne Mathias met son expertise au service de la nouvelle génération. J'ai passé mon baccalauréat en maths, physique, chimie. En 1984, j'ai eu ma bourse pour le Maroc. Et à mon retour au pays, j'ai demandé à faire un stage à la RTG. Et là, j'ai passé pratiquement mon temps à la RKS. Et à un moment venu, ils ont trouvé nécessaire de faire un roulement entre la radio nationale et la RKS. C'est ainsi que je fus affecté à la radio nationale
Donc j'étais en tandem entre la RKS et la Radio Nationale. Entre-temps, j'ai été nommée comme chef de studio à la Radio Nationale. Professionnelle, Julienne bénéficie de la confiance de sa hiérarchie en 2006. Elle est nommée chef de studio, puis directrice technique de la Radio Nationale en 2009. On a trouvé des techniciennes talentueuses là-bas. Les Mao Cissé, les Soir de Traoré, la sympathique Mariam Dambélé. Et vraiment, en tout cas, je me suis collée à quelques-uns, aux ingénieurs qui étaient là pour m'apprendre, pour avoir la main. Sinon, être responsable de studio, presque le tout est avec vous. Quand le studio doit bien marcher, si tu entends émission, c'est que le studio marche bien. Et les machines qui sont là, il faut les entretenir. Et comme moi, j'avais déjà commencé par la maintenance, je connaissais quand même le branchement technique, je connaissais les pannes qu'un magnéto, par exemple, peut présenter. Et là, ça m'a donné beaucoup d'expérience en tant que chef de studio. Vous savez, le studio, c'est l'exploitation. Depuis sa prise de fonction en 2009, cette dame s'évertue à qualifier le système technique de la radio à travers le perfectionnement continu de son personnel. Par contre, plusieurs défis restent à relever, notamment celui du renouvellement générationnel et s'adapter aux nouvelles technologies du numérique. Il faut apprendre un peu de tout. Partout où on se trouve en technique, il ne faut pas te dire non, moi je suis exploitante, mais il faut d'abord connaître l'installation, les fiches qui sont là, ils viennent d'où, ils sont reliés à quoi. Donc c'est des détails qu'il faut connaître. Comme elle, ces techniciens travailleurs de l'ombre sont les premiers à être à leur poste et derniers à quitter. Sa passion et son amour pour sa profession fait de Julienne une pièce maîtresse de la Radio Nationale. Le bras de fer post-électoral se poursuit en Guinée-Bissau. Deux chefs d'État, la CEDEAO décide de hausser le ton. L'institution déclare que le contentieux électoral est toujours pendant devant la Cour suprême et qu'elle ne reconnaîtra pas des organes créés et installés en dehors des cadres constitutionnels et légaux. C'est l'un des éléments de notre rubrique Monde en bref. Mais d'abord, le coronavirus en France avec un décès, un 4e décès aujourd'hui et 204 cas confirmés. Alpha Isiagaba. En Guinée-Bissau, 19 ministères, 13 secrétaires d'État, le gouvernement de Nuno Gomes Nabiam a prêté serment au palais présidentiel en présence de toute la haute hiérarchie militaire. Cérémonie protocolaire perturbée par une coupure de courant. Le Premier ministre nommé a présenté ses priorités, sécurité, éducation, services sociaux, même si aucun ministre n'a été nommé au portefeuille de la santé. En France, le coronavirus continue de progresser. Emmanuel Macron a annulé les déplacements pour se consacrer à la gestion de la crise du nouveau coronavirus. Alors que l'on déplore un 4e décès dans le Morbihan, le président de la République a annoncé la réquisition de tous les stocks et la production de masques de protection. Ce mardi, 14 États des États-Unis ont voté dans le cadre de la primaire démocrate. Le processus va connaître un sérieux coup d'accélérateur avec ce Super Tuesday. Depuis février, 14 États ont voté dans le cadre de cette primaire. Une fois les résultats des Super Tuesday connus, il sera plus simple de faire le tri parmi les candidats encore en course pour affronter Donald Trump en novembre prochain. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.